gouvernement prend une décision et que ça ne va pas dans le sens du bénéfice de l'intérêt de la population, c'est là que le député réagit. Le député peut réagir pour l'amener à faire marche arrière. Parce que le gouvernement gouverne, le député représente. Donc il y a deux fonctions séparées. Donc si le gouvernement et le député se mettent en entente, le peuple est en danger. Dans votre lancement de votre boycott, vous avez été soutenu par d'autres députés, vous avez été tout seul? Ouh là là, j'ai pas été soutenu par d'autres députés. Voilà. Donc, voilà un peu les fonctions. Donc, il faut qu'il y ait une séparation claire. Il faut qu'il y ait une séparation claire. Dans une république, il y a trois pouvoirs. Il y a l'exécutif, le président de la République et son gouvernement. Donc, eux, ils ne font pas partie du peuple. C'est très clair. Ce sont des mandataires. Ce sont des mandataires, mais leur décision, c'est le pouvoir central qui s'applique sur le peuple. D'accord? Il y a le pouvoir législatif, pardon, le pouvoir judiciaire d'abord, qui est incarné par les magistrats et tout ce que vous savez. Et puis à côté, il y a le pouvoir législatif, qui a une maison qu'on appelle le Parlement. C'est la maison du peuple, où les députés viennent de divers horizons. Mais quand une fois qu'ils ont quitté leur circonscription, ils ne représentent plus ceux qui l'ont élus, ils représentent tous les Ivoiriens. Donc ils viennent parler au nom de tous les Ivoiriens. Ce qui permet à Saleh Temoko de se prononcer sur une question qui concerne Korogo, Saleh. Voilà. Un député est un élu national. Donc son rôle, surtout, comme je l'ai dit, c'est de contrôler l'action du gouvernement et donc de vérifier que les décisions du gouvernement n'ont pas d'impact qui détruisent la qualité de vie des populations. D'accord. Donc quand on prend une décision, par exemple, sur la data, et qu'un député voit que l'application de cette décision va toucher au pouvoir d'achat des populations et même exclure toute une catégorie de populations ivoiriennes. Il réagit tout de suite, naturellement. Ce député, naturellement, prend position. Alors, sans qu'on ne taxe de faire la politique. Ce qu'on constate dans les sociétés, développées, c'est qu'il y a de vrais débats au Parlement. Je n'ai pas le sentiment qu'on a ce type de débat ici. Oui, mais peut-être dans 30 ans, 40 ans. On va faire de vrais débats dans ce Parlement. Parce qu'avec ces jeunes qui commencent à venir, qui ont une ouverture sur le monde, tu vois comment le monde fonctionne, on ne pourrait pas nous gouverner en 2023 comme on gouverne les gens en 1940. Est-ce que tous les députés comprennent aussi leurs tâches? Je ne peux pas parler à la place des autres députés, mais moi j'estime que dans une république, le député n'est pas élu pour son parti politique. Il est élu par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Donc il n'a pas à garder le silence quand son peuple gémit de douleur. Vous voyez que dans cette affaire, je ne critique pas mes collègues, mais je veux dire, je comprends leur silence. Parce qu'ils sont dans une machine dans laquelle ils n'ont plus de liberté d'expression, dans laquelle ils ne parlent plus des souffrances des Ivoiriens. Comment on peut augmenter la data? Les Ivoiriens sont en colère, tout le monde sait que ça ne peut pas fonctionner comme ça, et puis le Parlement, les députés gardent le silence. Attends, ils sont avec le gouvernement ou ils sont avec le peuple? Là, vous connaissez déjà, pour vos prises de position assez claires, vous avez les spotlights braqués désormais sur vous. Est-ce que vous allez continuer comme ça à faire des appels au boycott, à marquer des actions? Parce que non. Ou bien ça... C'est ce qu'il faut dire. C'est qu'en tant que député, j'ai demandé au président de ma commission des affaires culturelles et sociales, le président Jean-Louis Bignon, je lui ai demandé d'engager la procédure pour que nous convoquions les opérateurs, tous les acteurs du secteur, la RTCI, l'AIGF, l'ANSUT, et tous les opérateurs, qu'on les convoque au Parlement, pour qu'on vienne nous expliquer pourquoi Internet est plus cher en Côte d'Ivoire qu'en Somalie. D'accord? J'arrive. Oui. Au Sénégal aussi, notamment. Pour qu'on vienne nous expliquer pourquoi est-ce que, à côté de nous, Internet est moins cher. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur? Pourquoi l'accès à Internet coûte aussi cher en Côte d'Ivoire? Quel est le problème? Il faut que les députés s'informent là-dessus. C'est un problème qui touche à tous les Ivoiriens et donc on a l'obligation d'écouter les gens. Alors, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, le ministre dit que certains veulent faire la récupération, mais moi c'est depuis le 12 octobre 2021 que je fais la récupération. Qu'est-ce que c'est la récupération? C'est depuis le 12 octobre que j'ai décidé de combattre les sociétés téléphoniques mobiles en Côte d'Ivoire parce que elle piétine nos lois. Vous voyez, dans l'ordonnance sur les télécommunications, il y a un article qui est très clair, l'article 165. Il dit quoi? Il dit que le consommateur ne peut pas être facturé pour un service qu'il n'a pas commandé ou consommé. Mais quel Ivoirien n'a pas été victime de ce qu'on lui envoie un message pour dire votre abonnement à tel produit est validé, on vous a prélevé 200 francs. Depuis quand on a fait ça? C'est un vol caractérisé
l'échelle individuelle, ça vaut rien, c'est indolore. Mais quand vous mettez ça à l'échelle de 10 millions de personnes, là, qui vont prendre 200 francs en une seconde, vous avez combien de millions? Voilà, bon. L'argent là, est-ce qu'il y a des impôts dessus? Il n'y a pas d'impôt dessus. Voilà, il n'y a pas d'impôt, il ne paie pas des impôts. Les sociétés en Côte d'Ivoire. Voilà, bon, je m'arrête là, vous pouvez le retrouver. C'est en fait un député élu au Parlement ivoirien qui s'appelle Tiemoko Assalé. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur lui, auparavant je le critiquais fort bien. Et puis là, comme je me veux être quelqu'un d'honnête, franchement, là, ce combat qu'il mène, c'est chapeau, voilà. Et d'autant qu'il est tout seul, alors qu'au Parlement ivoirien, il y a 255 députés, figurez-vous. Sur 255 députés, il y a un seul qui est indépendant. Et il le dit, hein, parce que l'animateur lui pose la question en disant « Mais qu'est-ce qu'il en est des autres députés ?» Et il dit « Non, je suis tout seul. » Voilà. Maintenant, il dit qu'il comprend la situation de ses collègues, mais en fait, il comprend entre guillemets, parce qu'en réalité, finalement, lui, le combat qu'il mène, c'est le combat du peuple. La vie est chère en Côte d'Ivoire, à tout point de vue. Et là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là, actuellement en Côte d'Ivoire, depuis maintenant 15 jours, c'est à propos, comment dire, de l'augmentation des tarifs concernant Internet et la téléphonie mobile. Voyez-vous? Alors, je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Vous comprenez? Un authentique panafricain, un panafricain convaincu. Je reviens pour cette vidéo-là. Aujourd'hui, nous sommes donc le 13 avril 2023, concernant l'actualité en Côte d'Ivoire. Bon, bah écoutez, j'avais critiqué ce député-là. Je vais vous expliquer pour quelle raison, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos passées. C'était d'abord, sur le fait que lui, il est à l'initiative d'un projet de loi pour mettre à 75 ans l'âge limite pour se présenter à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et je dis non, parce que je dis, cette démarche-là, elle vise le président Laurent Gbagbo. Voilà. Premier point. Deuxième point, c'est par rapport au colonel au Mali. Parce qu'il disait qu'il est... Oh, il ne veut pas entendre parler des militaires, machin. Bon. Alors que je dis, il faut distinguer une révolution de un coup d'État militaire. Voilà. Parce que pour moi, au Mali, c'est une révolution. Au Burkina Faso, c'est une révolution. Incontestablement. Voyez-vous? Et même, quand vous comparez avec justement les autres pays, là, où il y a des civils au pouvoir, mais ils sont pires que les militaires. Et là, pour le coup, on va prendre chaque pays et vous allez voir sur, je ne sais pas moi, une mandature, c'est-à-dire 5 ans. On ne va pas parler de 10 ans, 15 ans, là, c'est encore pire. Mais vous prenez une seule mandature et vous allez compter dans ces pays-là le nombre de morts à l'occasion d'une élection ou même à l'occasion des manifestations, ou le nombre de personnes en prison, des prisonniers politiques. Voilà. Donc, il y a tellement de points comme ça qui font que c'est n'importe quoi. On est en pleine escroquerie, évidemment. Et puis comme il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés, beaucoup de gens qui ne sont pas avertis, donc voilà, ils en profitent pour dire tout et son contraire. Donc moi, là, je fais cette vidéo pour parler justement de l'actualité, à savoir que les gens ont fait des pétitions pour dénoncer justement l'augmentation des tarifs d'Internet et des, comment on appelle ça, communications mobiles en Côte d'Ivoire. Bon, mais là où c'est intéressant, c'est quoi? C'est qu'ils oublient que la Côte d'Ivoire, le premier président, Félix Houphouët-Boigny, il a fait le choix de dire qu'il est un pays, comment on appelle ça, libéral, capitaliste. Or, on sait très bien que la philosophie capitaliste, c'est plus, toujours plus, évidemment. Et puis, il y a des pays qui sont, comment dire, expérimentés, des pays qui sont avertis, qui sont rodés. C'est-à-dire, ils pratiquent le capitalisme depuis belle lurette. Je ne peux pas oublier de mentionner les États-Unis, un pays par occurrence. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'on constate dans ces pays là-bas? La philosophie libérale et comment on dit, capitaliste, c'est que vous allez avoir des gens très très riches, et puis vous allez avoir aussi des gens très très pauvres, et des gens très pauvres dont on nie leur dignité. Vous comprenez? Voilà. Il n'y a pas de classe intermédiaire. Soit vous êtes très riche, ou soit vous êtes très pauvre. Et en fait, en Afrique, pour prendre la zone francophone, la Côte d'Ivoire est numéro 1 dans cette philosophie-là. Et c'est Houphouët-Boigny qui a inauguré ça, il a fait le choix. Hein, parce que lui, sa génération, rappelez-vous, c'est les Ahmed Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, ou qui est encore Patrice Lumumba, ou Modibo Keïta, voilà, le premier président du Mali. Voilà. Eux, ils avaient fait un choix pour dire que non, nous, on va être pour le partage voilà, des richesses, et non pas libéral, où là, c'est la loi de la jungle. Quand même, ils font des beaux discours, dans la pratique, c'est autre chose. Voilà. Là, je la fais court, Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au fond, les Ivoiriens, de manière générale, ils sont très contents, pas eux tous, hein, mais une bonne partie, ils sont flattés sur le fait que voilà, notre pays, la Côte d'Ivoire est développée, et tout ça comparativement aux autres pays.
Alors que moi, je dis, compte tenu de mon expérience de vie ici en Occident, je dis non, je ne suis pas à ce niveau-là, moi. Parce qu'au fond, je dis, quand vous regardez les images d'archives, dans les années 70-75, la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays en voie de développement. C'est le terme qu'on utilisait. Or, ce terme-là, il était appliqué aussi au Brésil. Il était appliqué aussi aux pays des dragons, les pays, comme on appelait d'Asie, là. Hein. Corée du Sud, qu'est-ce qu'il y a encore, les Philippines, qu'est-ce qu'il y a encore, vous voyez, ces pays-là qui sont beaucoup plus développés au XXIe siècle. Or, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire, alors que 70-75 était au même niveau, c'était même à un niveau plus élevé au point de vue développement. Voilà. Simplement, la Côte d'Ivoire est un des chantres, un des pays phares de la France-Afrique. Et le système de la France-Afrique ne permet pas le développement réel. C'est juste de la bricole. Hein. C'est juste comme ça, une espèce d'illusion. Et je vous dis, comme beaucoup de gens ne sont pas avertis, c'est pour ça. Mais bon, aujourd'hui, heureusement, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, ce qui fait que l'information, elle va à grands pas. Maintenant, là, les opérateurs en Côte d'Ivoire, en tout cas les plus connus, il y a Orange, il y a MTN, si je ne me trompe pas, et puis il y a Move. Voilà. Mais eux, ils sont dans une situation où ils pratiquent des prix exorbitants, et puis rien n'est respecté. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, les panafricains, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas, ou les gens font mine de ne pas comprendre. Notre démarche, nous, c'est de faire de manière à ce que le cadre soit établi. Parce que pour l'instant, dans ces pays-là, hein, pas seulement, hein, mais là en particulier, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus, hein, la zone franc CFA, eh bien, il n'y a pas le cadre légal. Ou alors, il existe, mais il est pratiqué de manière, j'allais dire, caricaturale. Je vous donne un exemple. À l'Assemblée nationale, donc vous avez 255 députés qui sont élus pour 5 ans. Et puis, au Sénat, parce qu'il y a un Sénat là, qui a été mis en place par M. Ouattara, parce qu'avant, il n'y avait pas de Sénat, mais lui, il l'a mis aussi. Mais quand il le met, au lieu de faire comme en France, hein, en France, il y a un système qui fait que les sénateurs sont élus avec deux systèmes. Soit c'est la proportionnelle, voilà, plurinominale, ou alors c'est le système uninominal majoritaire. Voilà, c'est deux systèmes. Hein. Uninominal majoritaire à 2 tours, ou alors le système proportionnel plurinominal, voilà. Hein. Voilà, c'est ce système-là. Ça veut dire que tous les élus du Sénat sont élus soit proportionnellement, soit de manière majoritaire. Mais en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, qu'est-ce qu'il fait, lui? Sur les 99 sénateurs hein, qui siègent au Sénat de Côte d'Ivoire, eh bien, il y en a 33 qui sont nommés par lui, un tiers. Bon, ils sont nommés. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est quand je parle de... Vous savez, je dis, il faut un usage caricatural, mais j'aimerais tellement me tromper. Oh là, voilà, j'ai l'illustration. Par exemple, il n'y en a pas que ça, malheureusement. Il y en a plein d'autres cas de figure dans la vie de tous les jours où ils font... Hein, c'est usage caricatural, je dis, pour les diplômés africains. Voilà. Hein. Les diplômés africains ou les pseudo-intellectuels africains, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Pas eux tous, naturellement, mais une bonne partie. Là, dans la pratique, c'est ça. Comment pourtant, c'est la France qui l'a copié, hein, ou les pays où il y a déjà le Sénat. Mais c'est pas comme ça. Bon, en l'occurrence, nous, les francophones, là, c'est les colonies de la France, donc c'est la France qui est copiée à 99, c'est pas 100%. Bon, mais pourquoi tu ne fais pas comme en France, où là, eh ben, le Sénat, je vous dis, il y a deux systèmes. Le système uninominal, majoritaire, à 2 tours, hein, qui va recueillir 52% des sièges, et puis le système proportionnel, plurinominal, qui va recueillir 48% des sièges. Et là, ça couvre les 348 sièges de sénateurs. Voilà. Il n'y a à aucun moment le président de la République de France, il va comment dire, désigner un tiers des 348. Or, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe. Alors, la Côte d'Ivoire, il y a un autre truc aussi, c'est à un moment donné, il y avait donc le président de la République, vous avez le Premier ministre, et puis vous avez le vice-président. J'ai dit, peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas fait des recherches, mais c'est tellement absurde. J'ai dit, mais dites-moi, hormis la Côte d'Ivoire, je ne connais pas un pays où on a mis en place... parce que la plupart des pays, c'est soit c'est Premier ministre, soit c'est vice-président. Mais là, voilà, alors vous me direz, voilà, le mec, il a les pleins pouvoirs, il fait ce qu'il veut. Mais donc, il ne faut pas dire que tu es en démocratie, il ne faut pas dire ça. Enfin bon, comme c'est facile à dire, mais vous allez constater vous-même, voilà. Mais je dis, quand je fais ce balayage-là, c'est de dire que si on arrive aujourd'hui, en 2023, où là, il y a le ras-le-bol comme ça, les gens qui disent tout est cher et tout, mais M. Ouattara, alors qu'il a prétendu être un économiste, puisqu'il a travaillé au FMI et compagnie, mais le constat qu'on fait, c'est qu'il passe son temps à prendre des crédits. Le pays est endetté. Bon, je laisse maintenant la place aux spécialistes pour donner beaucoup plus de détails, mais moi, je prends les grandes lignes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais des emprunts, tu empruntes de l'argent pour construire tes ponts, là, tes routes et tout ça, qui ne sont même pas toujours de bonne qualité. Bon, mais à un moment donné, il va falloir les rembourser. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il passe son temps à prendre le peuple comme la vache à lait. Voilà, les Africains qui vivent en Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens en particulier, c'est la vache à lait. Voilà. Hein? Regardez, là, on parle de téléphonie, mais il n'y a pas que ça.
Internet, il n'y a pas que ça. Il y a les péages. Alors, on me dira le péage, si tout le monde n'a pas de voiture, d'accord, mais en fait, ici, les péages, et d'ailleurs, même la France, un des pays européens, les rares où on paye, sinon en Belgique, c'est gratuit, en Allemagne, c'est gratuit, l'autoroute, ouais. Alors, il va dire, mais lui, il met la barre encore plus haut que la France, parce que il fait payer maintenant tous les tronçons là-bas en Côte d'Ivoire, dès qu'on construit une nouvelle autoroute, tac, il y a le péage, mais n'importe quoi, même à Abidjan. Vous voyez? Donc, c'est incroyable. Tout est fait pour aller prendre de l'argent dans la poche des Ivoiriens. Les gens n'ont pas grand-chose déjà. Maintenant, le pire, c'est quoi? C'est que là, moi, je crois qu'il y a une entente qui fait que ces grands groupes-là, non seulement ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas les taxes, évidemment. Ah, ça, c'est clair. Hein? Et ils s'arrangent avec le gouvernement pour qu'eux, ils aient leur petite commission. Ça me paraît évident. Là, si c'est mon bon sens. Hein. Je dis, sinon, ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un pays dans un fonctionnement normal, normalement, ils doivent payer les impôts, ils doivent payer les taxes, parce que ça rentre dans les caisses de l'État pour le budget. Bien évidemment. Or là, comme on est dans une, comment on appelle ça, république bananière, hein, après la France, c'est la Côte d'Ivoire, hein, voilà, en matière de démocratie bananière, eh bien, c'est n'importe quoi. Il y a un manque à gagner énorme, parce qu'ils engrangent des millions, c'est pas des milliards chaque année, et d'ailleurs, le député... Tiemoko à Salé, hein, il est maire de Stia-Salé, et puis après il a eu les mandats de député, et bien lui, il a fait des recherches, et il a vu que sur la projection pour les années à venir, jusqu'en 2026-2027, et bien à chaque fois, ils ont une progression de leur chiffre d'affaires, et en plus de leurs bénéfices, mais de manière conséquente. Voilà. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de dire que, en fait, c'est une bonne occasion de pouvoir maintenant mettre en éveil pour de bon hein, la population ivoirienne. Ben oui, parce qu'au fond, vous ne gagnez pas grand-chose, et ça fait longtemps qu'on parle de la vie chère, notamment, vous avez vu, ça a coûté la prison à Mme Poutchéri Balé, par exemple, et puis elle, et puis d'autres militants. Bon, mais tout de même, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence de dire que, attendez, là on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, mais il faudrait que les gens comprennent des basiques. Les basiques, c'est que les richesses du pays appartiennent à tous les citoyens du pays. Je dis toujours, je fais mon rappel, je dis les richesses de la Côte d'Ivoire appartiennent à tous les Ivoiriens. Les richesses du Mali appartiennent à tous les Maliens. Les richesses du Burkina appartiennent à tous les gens du Burkina, tous les habitants du Burkina, les ressortissants burkinabés. Les richesses du Sénégal appartiennent à tous les Sénégalais. Ainsi de suite. Les richesses du Bénin appartiennent à tous les Béninois. Comment je veux dire? Voilà. Ça, c'est une incontestable. Maintenant, les escrocs qui sont au pouvoir, les voyous en col blanc, eh ben, eux, ils ne font pas d'efforts pour donner l'information à la population, aux citoyens. Du coup, les gens ne savent pas très souvent en Afrique. Les gens pensent que celui qui est au pouvoir, c'est celui qui est généreux et qui fait des dons. Alors que non, c'est toi le patron, toi en tant que, comment dire, peuple. Toi en tant que citoyen, c'est toi le patron. Parce que dans les pays, justement, où la démocratie tourne bien, ben, c'est le peuple qui est souverain. Et quand on dit qu'il est souverain, ça veut dire que c'est lui qui prend la décision de savoir qui est-ce qui va le représenter. Parce que ces gens-là, qui ont des mandats, que ce soit députés, que ce soit sénateurs, même ministres ou président de la République, ce sont des représentants du peuple. Maintenant, au lieu d'être au service du peuple, ils sont au service des forces exogènes, dont ils font des deals et ils ont des clopinettes. Alors, évidemment, à l'échelle, au niveau relatif, c'est plus pour eux, mais si on regarde la proportion en valeur relative, on va voir que mais c'est pas grand-chose, parce que les multinationales, là, justement, Orange et compagnie, mais ils engrangent des milliards chaque année, hein, tranquille. Et puis, pendant ce temps-là, les gens n'ont pas à se soigner, les gens n'ont pas à se nourrir, les gens n'ont pas à s'éduquer. C'est ça le manque à gagner pour l'État. Et puis construire aussi les hôpitaux, les routes et tout ça. Des routes de bonne qualité. Hein. Vous comprenez? Donc moi, j'ai fait le choix de montrer cet extrait-là du député Tiemoko à Salé, parce que je dis, précédemment je l'avais critiqué, et pour vous dire que je suis quelqu'un de, comment dire, bonne volonté, puis quelqu'un d'honnête, et bien là, c'est très très bien, mention très bien, parce que, au fond, je ne sais même pas comment ça va se passer pour lui, pour les semaines à venir, parce que c'est un habitué des émissions sur les plateaux des chaînes de M. Ouattara. Voilà. Il y a une petite ouverture là, hein, depuis que le président Gbagbo est rentré, mais toujours est-il que le président Gbagbo, eh ben, il n'a pas encore été invité dans une émission phare en Côte d'Ivoire. C'est de même pour M. Henri Konan Bédié. Bon, mais je préfère parler plutôt du président Gbagbo, parce que c'est lui qui est rentré depuis juin 2021. Vous voyez? Et il y a juste ses collaborateurs qui sont invités de temps en temps. Mais d'ailleurs, ce que je leur reproche, je dis quand vous avez l'occasion d'être invité, quand surtout vous êtes en confrontation, mais c'est l'occasion de venir avec des dossiers.
Mais, vous savez, tout à l'heure, quand j'avais fait la vidéo précédemment, j'avais parlé de Kone Katina. Là. Mais Kone Katina, c'est un des proches de M. Gbagbo, qui est comment dire, un financier. Voilà. Mais il avait été, comme beaucoup, écarté. Et il a regagné son poste, je crois, en faisant jouer comment dire, ses connaissances au niveau de la franc-maçonnerie. Vous voyez, M. Kone Katina, c'est celui-là. C'est ce monsieur-là, excusez-moi. Voilà. Un des collaborateurs du président Gbagbo. Voilà, c'est lui, Kone Katina. Voilà. Donc, lui, c'est au niveau technique financière, c'est lui qui est le spécialiste dans le cas de Gbagbo, la PPACI. Là. Et là, pour réintégrer son truc, il a fait jouer, il a fait actionner ses francs-maçons. Ils sont tous francs-maçons, pratiquement. C'est pour ça que là, on a du mal à avancer. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à attaquer de front M. Ouattara. Parce qu'au fond, ils sont plutôt dans une démarche de dire, bon, on attend les élections, alors que tout le monde a vu, à chaque fois, depuis que M. Ouattara est au pouvoir, quand il y a les élections, il y a des morts. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce pays? Alors on me dira, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul. Mais oui, mais moi je dis souvent, je dis, mais ce que vous faites à l'aéroport quand on arrive dans le pays, vous mettez sur les grandes pancartes, et pas seulement à l'aéroport, mais partout, dans toute la ville, dans tous les pays, vous mettez sur les grandes affiches, vous mettez bienvenue en dictature. Et là, comme ça, voilà, on va être dans une cohérence. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en démocratie, et puis quand il s'agit d'appliquer même des minimums, il n'y en a pas. Vous voyez? Parce qu'il expliquait, et d'ailleurs c'est là où c'est intéressant, parce que au fond, je disais que lui, je ne supportais pas sa démarche, parce que je soupçonnais qu'il était comme ça envoyé par M. Ouattara, puisque M. Ouattara, l'idéal pour lui, ça soit qu'il fasse un troisième mandat là, et puis que M. Gbagbo et M. Henri Konan Bédié, et tous se mettent en retraite comme ça, pour, combien dire, 2025, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas au niveau des échéances, et bien que ça soit une nouvelle génération. Mais sauf que, en fait, comme on donne un exemple très juste aux États-Unis, vous voyez l'âge de Joe Biden, vous voyez. Donc, il faut plutôt que les gens soient éliminés par le peuple et non pas par des, comment on appelle ça, manigances ou des manipulations ou voilà, vous voyez. Une considération purement politique, c'est le cas de M. Ouattara. Et je vous dis, il a tellement bouffé l'argent des Africains en général, des Ivoiriens en particulier, et il a peur, et il rêve que de mourir au pouvoir. C'est clair et net. Vous voyez. Donc là, les opposants, ils ne jouent pas leur rôle, très clairement, parce qu'il est seul. Vous vous rendez compte? C'est à croire que sur les 255 députés en Côte d'Ivoire, ou les 99 sénateurs, tout le monde est, comment dire, du parti de M. Ouattara. Très clairement. Bah oui. Parce que M. Assalé Tiemoko, quand on lui pose la question sur le plateau de télévision, il aurait pu dire, non, j'ai 2, 3, 4 collègues. Hein? Mais non, il dit, je suis seul. Vous vous rendez compte? Alors, après, il y a des gens qui vont vous dire, on en veut à Blé Goudé, on en veut à Mme Gbagbo, machin, tout ça. Je dis, mais attendez, calmez-vous. Pourquoi? Parce que quand on arrive à l'Assemblée, quand bien même vous n'êtes pas, comment dire, vous êtes minoritaire, mais vous avez quand même quelques députés. Mais comment se fait-il que, pour élire le président de cette Assemblée-là, en l'occurrence M. Adama Bictogo, comment ça se fait que vous ne votez pas contre son élection? Comment ça se fait que vous votez pour son élection? C'est incompréhensible. Non, on comprend, vous êtes corrompu, voilà. Et après, venez pas vous plaindre. Parce que là, les Ivoiriens souffrent. Hein, et d'ailleurs, avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer à la fin ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit à la fin dans son interview, c'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai tenu, avant de terminer, eh ben de, comment dire ça, vous montrer ce qu'il dit à la fin. Pardon, 22. Hein? Excusez-moi. Michel Douche, le petit Marseillais. Oh merde, ça c'est... Excusez-moi, parce que je veux absolument montrer, comment dire, ce qu'il a dit. Lui, en tant que député, voilà, il dit comment il voit le rôle d'un député, voilà. Hein? Je résume là, si jamais, parce qu'il y a la pub là, donc... il dit en gros que, en tant que député, ils ont des avantages. Par exemple, ils ont, comment dire, 3 millions, je crois, par mois d'indemnité, hein, en tant que, comment dire, député, et puis ils ont des passeports diplomatiques. Voiture de fonction, tout ça. Hein, il y a plein d'avantages. Maintenant, il dit, bon, ça, ce qui me plaît chez lui, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Excusez-moi. C'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est que, qui dit est très fort pour dire que, voilà, les gens sont élus, ils sont représentants du peuple, c'est le peuple qui leur confie des mandats, et c'est grâce au peuple qu'ils ont ce confort-là, et eux, en retour, ils donnent rien. Or, lui, ce qu'il explique, qui m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je tenais à le montrer, c'est qu'il dit, mais c'est grâce au peuple que moi, j'ai...
Voilà. Bon, là, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire ne travaille pas contre son peuple, mais c'est la démagogie, ça. Sinon, ça se saurait. Sinon, toi-même, tu ne serais pas venu à monter au créneau. La nature a horreur du vide. Toi, tu montes au créneau parce que le gouvernement ne fait pas son boulot. Et d'ailleurs, lui-même, il a reproché, il a dit que le ministre vient parler à la place des opérateurs, là. Voilà. Ou alors l'organisme soi-disant indépendant qui devait venir pour s'exprimer sur cette situation-là, hein, d'augmentation abusive, hein, des prix. Or, c'est le ministre, hein, un des ministres là, je ne sais pas si c'est le porte-parole du gouvernement, c'est lui qui vient parler. Donc, il a tenu à souligner ça, monsieur Tiemoko Assalé, là. Mais je vous dis, voilà. On va montrer encore. Là, je fais exception, là, parce que si vous voulez, son intervention est intéressante, c'est très pédagogique. Il ne lève pas de force les Ivoiriens pour des produits qu'ils n'ont pas demandés. C'est du vol. Et le vol est puni en Côte d'Ivoire. D'accord? Que les avantages, ils font des communiqués pour dire non, maintenant vos avantages, vous les laissez pendant 1 mois. Mais pendant 2 ans, vous les avez volés. Vous nous donnez cet argent-là quand? On les récupère quand? C'est des centaines de milliards. Voilà. Vous vous rendez compte? On va demander ça. Donc en fait, et puis à côté de ça, il y a d'autres opérateurs. À la limite, moi, il y a aussi le fait que maintenant, qu'ils ont fait marche arrière. Mais quand ils ont fait marche arrière, en fait, ils ont juste repris les prix qui existaient. Or, les prix qui existaient, c'est déjà élevé. Mais, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, dans le fond, il faut maintenant aller réclamer des dommages et intérêts. Réclamer d'abord dans un premier temps qu'ils remboursent, sur cette période-là, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, qu'ils remboursent à toutes les personnes concernées. Hein? Les gens qui ont eu des abonnements, les gens, il faut juste apporter ton justificatif, et même, c'est pas compliqué. Là, pour le coup, faut faire des audits. Voilà. Pourquoi? Mais ça va permettre facilement de repérer les gens, parce qu'en plus, c'est des numéros de téléphone. Donc, on va voir hein, un audit indépendant, eh ben, combien des gens ont gagné, les opérateurs téléphoniques, là, combien ils ont gagné hein? Exactement. Et puis, combien ils ont ponctionné sur chaque consommateur. Et du coup, cet argent-là, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, hein, eh ben, qu'ils puissent le rembourser. Alors, si jamais ils y arrivent, je vous dis, c'est comme ils ont gagné au loto, mais je ne crois pas vraiment, parce que pourquoi? Mais parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ne font pas leur boulot, très clairement. Et c'est même pour ça que les gens, les opérateurs, ils se permettent ça. Maintenant, je dis, franchement, il ne faut pas juste se limiter à dire, bon, il faut baisser les prix et tout. Ça, c'est une chose, c'est pas mal déjà. Mais il faut surtout exiger que depuis 2012, eh ben, qu'ils remboursent. Parce que lui, il a donné un exemple qui était très intéressant. Il disait que sa grand-mère, au village, eh ben, il lui a donné un téléphone pour qu'il ait contact avec elle de temps en temps. Eh ben, à un moment donné, quand il allait au village, il a vérifié et il y avait des services qui lui étaient comment dire, prescrits hein, à sa grand-mère, dont elle n'avait pas besoin. Il dit par exemple des cours d'anglais, il dit mais elle ne parle même pas français. Bon, donc des exemples comme ça. Mais ils se donnent à cœur joie parce que justement, ils sont dans une situation où ils voient qu'ils sont couverts par les dirigeants et du coup, c'est open bar. Parce que l'exemple est simple, je vous dis, pourquoi le ministre, c'est beaucoup lui-même, il a signalé le député, il a dit, mais pourquoi ce ministre qui vient de s'exprimer? Il faudrait que ça soit plutôt, soit l'organisme indépendant, là, soi-disant, qui est normalement chargé de veiller à ce que les dispositions légales soient respectées, c'est-à-dire que la loi soit respectée, non. Ou alors les opérateurs eux-mêmes qui viennent s'expliquer. Mais là, c'est le ministre. Mais le ministre, c'est un aveu, comme quoi c'est lui qui est le représentant hein, de tous ces grugeurs, là, hein, tous ces escrocs là, qui prennent l'argent du peuple. C'est incroyable, hein. Mais là, en même temps, pour terminer, je pense qu'on arrive à la fin d'un règne, à la fin du règne de M. Ouattara. Et c'est difficile, vous savez, un animal qui, quand il a battu et puis il a eu suffisamment de force, il se débat là. Là c'est l'image que ça me donne. Parce qu'au fond, même ceux-là même qui le soutiennent, c'est là où tu vois leur ridicule. Parce que je dis souvent, je dis, mais les gens qui soutiennent les dictateurs qui sont en Afrique, quand vous êtes au pays, bon, je me dis, vous n'avez pas assez de recul. Mais quand vous vivez dans les pays ici en Occident où il y a l'expérience démocratique, je dis, mais je ne comprends pas comment on peut supporter les dictateurs qui sont en Afrique. Je ne comprends pas. Et je l'ai dit, je rêve que quelqu'un m'explique quels sont ces arguments. Alors, je ne parle pas des gens qui, par exemple, reçoivent de grosses sommes, parce que eux, on va dire, ceci explique cela. Mais il y a des gens qui ne reçoivent même pas, c'est juste symbolique. Et puis, ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien. Oui, mais non, mais attends, il faut arrêter. Dans ce cas-là, je dis, mais prends tes bagages, rentre au pays. Parce que pourquoi tu es venu ici? Ah oui, c'est quelle leçon t'as tiré? Tu es venu ici par défaut, la plupart du temps. C'est clair, hein? La plupart du temps, c'est par défaut. Il y en a qui viennent au départ, bonne intention de dire, je fais mes études, puis après je vais rentrer au pays, et ils se rendent compte qu'en comparaison, comparativement, il n'y a pas photo. Le diplôme qu'il a, eh bien ici, je dis ici pas spécialement en France, mais en Occident, il est bien rétribué qu'ici, et tous nos pays, sauf les gens qui sont courageux, les gens qui sont patriotes, voilà, qui sont beaucoup plus honnêtes, on va dire, qui rentrent au pays et qui vont mouiller le maillot. Vous comprenez?
Donc ce que je veux dire, c'est que je ne comprendrai jamais, et je rêve, je vous dis que quelqu'un qui est ici en Occident, depuis de longues années en plus, et qui soutient les dictateurs qui sont en Afrique, je ne les comprends pas. À moi, j'ai ce principe-là de dire que, écoutez, comme j'ai compris qu'ici, il n'y a rien de sorcier, il faut juste, les règles sont là, il faut les appliquer, et c'est au bénéfice de tout le monde. Ce qui se passe, que les gens, ils ont la sécurité sociale, ils ont des mutuelles, ils ont le tramway, ils ont le métro, ils ont tout, le confort de vie, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est une question de volonté, une propre volonté politique, volonté personnelle, volonté collective, c'est tout. Il faut éduquer le peuple. Chacun joue son rôle. Or là, il se trouve que les gens qui ont des postes importants, des postes de responsabilité, ils ne jouent pas leur rôle. Ils sont tous corrompus, ils sont tous aliénés, ils sont tous complexés, et ils font le malin par-dessus le marché. Diffusez mes vidéos, s'il vous plaît, chers amis, chers frères et sœurs, au maximum. Même sur YouTube, là, je suis sûr qu'ils bloquent. Ils ne jouent pas le jeu. C'est dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va composer avec. Mais sinon, c'est clair que moi, je fais concours d'honnêteté intellectuelle. Et je dis, on va mettre les cartes sur table, argument par argument. Dites-moi ce que je dis là. Menez, pas les trolls, là, que eux, leur rôle, c'est juste de faire la diversion. Voilà. Bon, pour terminer, un peu comme il y a quelqu'un qui m'a demandé, ouais, il y a le professeur Niamsi, là, le soutien de Guillaume Soro, je l'appelle le griot. Griot de Guillaume Soro, qui, ces derniers temps, a des ennuis avec les dirigeants français, avec M. Macron, comme il est où, voilà, les gens au pouvoir en France. Bon, ce sont eux qui veulent sa peau, là, et il a été convoqué récemment, comment dire ça, au poste de police, et il explique, lui-même fait des vidéos quotidiennement où il dit qu'il est resté 4 heures en garde à vue. Bon, moi j'ai déjà expliqué que ma position vis-à-vis de ce monsieur, j'ai dit c'est dommage que quelqu'un comme lui, qui est très cultivé, qui est instruit, qui est éloquent, hein, voilà, eh ben, il se soit fourvoyé à soutenir Guillaume Soro, tout simplement. Et attendez, l'erreur est humaine. Mais le pire, c'est que lui, aujourd'hui en 2023, il continue à être toujours le numéro 1 en matière de soutien de M. Guillaume Soro. C'est ça. Et j'ai dit, mais si tel est le cas, j'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas crédible. Et il se trouve même, j'ai constaté que ces derniers temps, parce qu'au début, je n'avais pas le recul, maintenant j'ai le recul, il y a même des trolls qui le défendent. Mais eux, quand ils le défendent, c'est plus pour, comment dire ça, pour faire l'animation. Voilà, c'est-à-dire, ça permet à ce qu'il y ait des échanges. Mais en réalité, ils s'en foutent de M. Niamsi. Parmi eux, il y a des vrais soutiens de M. Niamsi. C'est autre chose. Mais même les vrais soutiens de M. Niamsi, je leur dis simplement, j'ai dit, mais je ne remets pas en cause sa qualité en tant que professeur agrégé en philosophie. Ce que je dénonce simplement, j'ai dit que si on fait un concours d'honnêteté intellectuelle, si on fait un concours d'intégrité morale, il ne peut pas tenir avec moi. C'est clair. Parce que Guillaume Soro, c'est lui qui est à l'origine de la crise en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul, mais il a joué un rôle moteur, d'autant qu'il a écrit un livre. Maintenant, je dis que ce qu'il faudrait faire, c'est que M. Niamsi peut le faire lui facilement, puisqu'il a écrit plusieurs bouquins, ou alors ils se mettent à deux, voilà, pour faire un livre, pour expliquer l'envers du décor. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que on en est arrivé là? Puisque le bouquin qu'il avait écrit Guillaume Soro à l'époque, c'était de dire pour quelle raison il s'est mis rebelle. Maintenant, il faut qu'il nous dise pour quelle raison il a décidé de ne plus être avec M. Ouattara. Mais écrit, parce que quand tu écris, c'est pas la même portée que là de se cacher, là il est caché, et je dis les services secrets, ils savent où il est. Les services secrets français, ils savent où il est, Guillaume Soro. Voilà, donc je dis, moi mon problème avec professeur Niamsi, c'est le fait qu'il est comme ça un inconditionnel, et d'ailleurs, là il a été convoqué, et ils lui ont demandé de... Enfin, je crois que l'histoire, c'est qu'il s'explique sur, comment dire... il est le président de l'association Le Croche Parti. Alors, le Croche Parti, enfin, les trucs qu'il a créés, c'est toujours pour le soutien à Guillaume Soro. Vous voyez? Donc, je ne comprends même pas. Moi, je soupçonne la personne qui m'a interpellé d'être un troll. Parce qu'il me dit, oui, tu parles pas trop du comment dire, professeur Niamsi, là. J'ai dit, mais non, mais bon, j'ai déjà regardé mes vidéos anciennes, vous savez, ouais, j'ai déjà suffisamment parlé sur lui. Voilà, pour donner ma position, pour dire que s'il estime que continuer à soutenir Guillaume Soro, bon, d'abord, c'est la schizophrénie, excusez-moi. Je veux dire par là que Guillaume Soro, comment dire ça, lui, il est contre M. Ouattara, mais c'est en apparence, parce que je vous dis, si vous mettez Ouattara et comment dire, M. Gbagbo, vous allez voir que Soro, au fond de lui-même, il a une préférence, même malgré tout ce qu'on lui a fait, il va préférer Ouattara à Gbagbo. Très clairement, parce que je le sens dans les interviews, quand ils donnent des interviews, voilà. Moi, c'est très clair, vous voyez. Donc, je disais que M. Niamsi, lui, critique la France matin, midi et soir. Mais sauf que son patron, M. Guillaume Soro, lui, c'est un France-africain, c'est un adepte de la France-Afrique. J'ai envie de dire même jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi je me permets de dire ça? C'est que je dis, mais Guillaume Soro est beaucoup plus jeune que moi. Bon, qu'est-ce qui l'empêche de vider son sac? Alors, d'aucuns vont dire, oui, mais c'est parce qu'il va se faire flinguer. Mais oui, mais attendez, donc les enfants d'autrui, les enfants des autres, ils peuvent se faire flinguer, et lui, pendant ce temps-là, il fait quoi? Non, c'est pas sérieux. Et là, il faut arrêter hein, de considérer que toi, ta vie, elle mérite que la vie d'autrui. Non, 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 non.
Et puis les grands hommes qui rentrent dans l'histoire, c'est ceux qui sont prêts justement à mouiller le maillot jusqu'au bout. Il a fait un mauvais choix, bon, mais je dis l'erreur est humaine, mais par conséquent, il faut qu'il vienne expliquer. Quand je parle de vider son sac, j'ai dit, il en sait des choses, il faut qu'il nous le dise. Mais oui, mais quand tu dis ça, oui, mais il attendez, arrêtez, moi je me fais sérieux, hein. Vous n'êtes pas sérieux, vous. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein, les enfants des autres peuvent être emprisonnés. Ils sont en prison, là. Il y a des gens qui sont des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Hein. Et d'ailleurs, même, vous pensez, quand je dis toujours au président Gbagbo de faire une conférence qui ne va pas être la plus longue, mais Guillaume Soro, chez lui, il vidait son sac, mais tout le monde... Il paraît même qu'il a dit un jour, il a dit que si jamais il vide son sac, eh ben, le seul survivant, ça va être M. Gbagbo. Ben oui, mais là, il faut le dire constamment, il faut même écrire ça dans un livre. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi il est caché là, et puis il attend toujours, je dis que son rêve, c'est, comment dire ça, de manière hypothétique, hein, dans des hypothèses, la France pourra avoir recours à lui au cas où. Il est dans cette situation-là. Et puis, monsieur Niamsi, là, pourquoi il n'écrit pas des bouquins? Mais parce que c'est des gens qui sont des opportunistes de première classe. Parce que vous allez voir les images d'archives, vous allez bien voir qu'il faisait les louanges de monsieur Ouattara, en long et en large. Ça veut dire que demain, si jamais la France décidait de soutenir Guillaume Soro, mais il va retenir sa veste, mais tranquillement, Niamsi. Il n'a pas d'état d'âme là-dessus. Parce que je dis, tant que lui et Guillaume Soro ne vident pas leur sac pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement en 2010, qui est-ce qui a gagné les élections? Guillaume Soro, il le sait. Il sait qui a gagné les élections. Qui est-ce qui est arrivé en tête au premier tour? Les trois candidats. Président Gbagbo, Henri Konan Bédié et M. Alassane Ouattara. Ça veut dire que M. Ouattara était déjà éliminé en 2010 dès le premier tour. Donc, il serait bien que M. Guillaume Soro, aujourd'hui en 2023, écrive un livre et mette tout ça noir sur blanc. Alors on me dit, ah oui, mais là, il a signé son arrêt. Mais tant pis. En fait, non, mais c'est facile, quoi. Parce que mon problème, c'est de dire, tu ne peux pas considérer que la vie des autres n'a pas d'importance, que toi, c'est ta vie qui est importante. Donc, ça n'a pas de sens. En fait, je dans le sens où, moi, je me fais sérieux, je ne suis pas me perdre mon temps. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre là par rapport à... Voilà, parce que c'est vrai qu'il a été suspendu, comment dire ça, il n'y a pas longtemps, de 3 mois, soit de ses fonctions de professeur. Mais, dans le fond, comment dire ça, c'est assez étrange. Quand je dis étrange, j'entends par là que lui, il soutient Guillaume Soro, alors que Guillaume Soro est, comment on appelle ça, un adepte de la France-Afrique. Même jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il est planqué? Question. Pourquoi Guillaume Soro se cache alors que, plus que jamais, hein, le peuple ivoirien a besoin de lui? Parce qu'à l'époque, quand il a pris les armes, il avait dit qu'on avait besoin de lui, c'est pour ça qu'il est venu avec les armes. Bon, maintenant, là, est-ce qu'il croit que le peuple n'aura besoin de lui? Hein? Il fait les salamalek là pour que M. Ouattara arrête de lancer des poursuites contre lui. Non, il faut prendre les mêmes risques. Parce que j'imagine qu'à l'époque, quand on l'interrogeait, il disait qu'il prenait des risques, naturellement. Mais continuez à prendre les mêmes risques. Ou alors vous jouez les plus malins. Non, 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 ça ne marche pas. Donc je dis, moi, ce que je préconise, c'est que lui et ses compagnons-là, mettez-vous en retraite. Et là, c'est dans la moindre mesure. Voilà. Sinon, normalement, vous devez aller devant la CPI pour aller vous expliquer là-bas. Vous constituez prisonnier. Voilà, même si on dit ça se fait pas, non, non, allez. Non, mais parce que c'est bon, quoi. Vivre dans la facilité, hein, je tourne ma veste, je retourne ma veste, et puis là, je suis panafricain le lundi, et puis mardi, je suis dans un autre parti, mercredi, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut, et puis bon, mais la Côte d'Ivoire, elle pourra se libérer. En revanche, il faudrait que les hommes et les femmes politiques là-bas arrêtent de militer, hein, d'adhérer à des sectes comme la franc-maçonnerie, par exemple. Il n'y a pas que la franc-maçonnerie, il y a plein d'autres. Mais je vous dis, Rotary Club et tout ça c'est des branches de franc-maçonnerie. Il y en a plein en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il faut qu'ils sortent de tout ça. Donc ils vont sortir de l'aliénation, ils vont sortir du complexe, ils vont sortir de la corruption. Et à partir de là, ils pourront être au service du peuple de Côte d'Ivoire, pour de bon. Voilà. Hein, un peu à l'image de le député Tiemoko Assalé. Hein, mais j'espère que lui, ça va aller, hein, parce que je vous dis, il est dans une situation là où, à mon avis, ses prises de position là, maintenant, là, concernant... le boycott qu'il a demandé, il a fait une vidéo de 15 minutes où il demande carrément de boycotter depuis, je crois, ça a commencé vendredi, samedi, dimanche et lundi, quelque chose comme ça. Voilà, où il dit de midi à 14h, il faut que les gens se mettent en mode avion, voilà, pour la consommation, de manière à ce qu'il frappe fort sur le business des opérateurs. Mais je vous dis, pour terminer, franchement, il faut aller beaucoup plus loin et exiger que tous ceux à qui ils ont pris de l'argent, et c'est facile, on prend les listings hein, à travers un audit, hein, on va savoir... Hein, individuellement, parce que les numéros de téléphone sont individuels, voilà. Quand bien même, il y a des gens qui ont 2, 3 téléphones, tout ce que vous voulez, mais donc le numéro de téléphone, voilà, c'est facile, c'est très facile ça. Il y a des domaines où c'est compliqué là. Voilà, donc maintenant on va voir les consommations des uns et des autres, et puis les facturations. Et là, cet argent-là, de 2012 jusqu'à maintenant, ils vont rembourser tout ça, avec dommages et intérêts. Voilà. Moi, je tourne pas autour du pot, et puis je parle perdre du temps, parce qu'il y a des gens qui se disent, ils sont malhonnêtes, et puis ils veulent cacher le jeu les plus malins, alors que c'est... Vous êtes trop léger, corrompu que vous êtes. Allez, j'arrête là. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très très bientôt. Merci bien.